Je sais pas ce qui est le pire dans cette vidéo, le fait que je dois utiliser une lumière artificielle parce qu'il fait trop moche dehors, ou le fait que j'ai beaucoup trop maquillé mes sourcils, je ne vois que ça. J'ai l'impression de m'appeler Lee dans Naruto. Écoutez, tant pis, flemme de reprendre mon make-up. On ne fera pas attention à ça. Je sais que je vais rester focus dessus pendant le montage, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on se retrouve pour les lectures de février, et devinez quoi? Again, en janvier, j'en avais oublié. J'avais oublié Icebreaker. Donc du coup, on va commencer par celui-ci. Ça a été écrit par Anna Grace chez BMR. C'est Magali qui me l'a offert. C'est une romance de hockey, que ce soit sur le titre ou sur la couverture, on peut pas trop se planter. Et je sais qu'elle l'a adoré. Moi, ma foi, un peu moins fan. J'ai été un peu moins fan parce que je trouve qu'il y a beaucoup de scènes de cul qui n'apportent rien. Je suis pas du tout contre les scènes de sexe dans les bouquins. Je trouve même que quand il y en a qui sont bien faites, c'est même très agréable. Quand il y en a trop, moi, ça m'agace. Je sais que dans mes livres où il y a des scènes de sexe, souvent on tourne à 3 scènes. Max 5. Et là, comment vous dire que on n'est pas du tout sur 5. On est sur beaucoup plus. Et qu'au bout d'un moment, oui c'est bon, on a compris, ils font ça dans toutes les positions. Ils ont fait tout le Kama Sutra. Stop. Je sais que ça a été une critique qui est beaucoup revenue sur ce bouquin-là. Je pensais pas faire partie de cette team qui allait critiquer ça parce que bah je m'en fiche. Mais je sais pas, peut-être que je vieillis et que ça m'agace. Elles sont pas, je trouve, fantastiquement décrites. Je vais vous parler d'un autre bouquin où il y en a, et pour le coup je trouve qu'elles sont toujours très chouettes, mais cette autrice, je trouve pas non plus qu'elle excelle dans les scènes de sexe, à savoir que je trouve que ça fait partie des scènes les plus difficiles à écrire. Déclencher du plaisir chez une lectrice par la simple description, c'est très compliqué. Bonjour madame. Donc j'ai trouvé que ça avait manqué. On est avec qui? Lui s'appelle Nathan. En fait il s'appelle Nathaniel. Son surnom c'est Nat et tout le monde l'appelle Nathan. Enfin, il a trop mis son nom ce type. Et elle, comment elle s'appelle? Anastasia. Voilà. La moitié des héroïnes avec du sexe visiblement s'appelle Anastasia. Donc elle est patineuse. Lui, il est capitaine de l'équipe de hockey. Il y a 2 patinoires dans leur université. Il y en a un qui va attirer les foudres d'un type qui va défoncer une des 2 patinoires, donc il va être obligé d'en partager une seule, sauf que bah, évidemment ils s'entraînent à peu près aux mêmes horaires, évidemment déboucher sur beaucoup d'organisations pour que tout le monde arrive à bosser. Stram. Mais qu'elle est chiante. Allez maman, allez. Bah oui, tu bouger le trépied. Ils vont être obligés de se côtoyer, à savoir qu'elle, elle va pas du tout l'aimer au début. C'est un peu le cliché du sportif qui a toutes les filles à ses pieds. Elle va lui résister, ça va lui plaire. Ça va être du coup leur histoire d'amour. C'est assez évident que derrière on va suivre les autres coéquipiers de l'équipe de hockey. Je vous avoue que c'était sympa, c'était chouette. J'ai vu que en e-book le 2e tome était pas à 10 €, il était à 8 €. Je me dis why not. Mais là c'est vrai que ma palle elle déborde. Est-ce que j'ai envie et j'ai un besoin de lire la suite de cette saga? Absolument pas. On va être honnête, c'est pas le cas. C'était sympathique, mais c'était pas non plus, je dirais, exceptionnel. Est-ce que j'ai encore failli oublier une lecture en février? Absolument. En fait, elle a été un petit peu à cheval entre janvier et février. Intègre dedans 3 tomes, c'était chez France Loisirs, c'était ma mère qui avait pris ça, de Monica McCarthy, Les Chevaliers des Highlands, et dedans, j'ai lu le tome 4 qui est La Vampire. En gros, c'est de la romance historique. On va suivre des chevaliers, enfin qui sont pas vraiment des chevaliers, la vérité, qui sont en fait une équipe d'élite sous les ordres de Bruce d'Écosse, qui s'est rebellé contre l'Angleterre pour récupérer l'Écosse, qui après va déboucher sur la prise totale de l'Écosse par Bruce, mais là du coup ça va se faire sur plusieurs années et donc on va suivre par tome chaque homme de cette équipe qui va rencontrer l'amour par divers moyens. Là on va suivre du coup la clan, putain quel nom de merde, c'est dur. Et elle, Bella, pour Isabella, j'allais dire elle a un nom de princesse, parce que c'est une femme noble qui a en fait couronné Bruce. C'était une famille particulière des Highlands qui couronnait le roi d'Écosse, et donc c'est ce qu'elle a fait. Elle va se retrouver emprisonnée dans une cage pendant je crois 2 ans, genre on sait même pas comment elle a fait pour survivre. Il va la retrouver après ces 2 ans, il va devoir la sauver et on va vite se rendre compte qu'en fait ils se sont déjà connus dans le passé, donc on va faire un bond dans le passé et après dans le présent. C'est de la romance historique, c'est pas ma préf, hein. Moi j'ai toujours la même autrice, c'est elle qui a écrit, je vais dire Fever, mais les chroniques de Michaela Lane et celle de Dani O'Malley, Omega, oh putain, il y a un truc comme ça, bref. C'est sympathique, ma foi, enfin je l'aurais pas acheté de moi-même, ça passe bien, ça se lit bien. Quand j'ai passé une lecture un peu difficile, c'est chouette. Pour autant, est-ce que je suis en mode waouh de ma vie? Non. Ensuite, on va passer à Foxglove de Belladonna. Attends, non, qui est de la série Belladonna de Adaline Grace, publiée chez De Saxius. J'avais eu un petit peu de mal dans le tome 1. Enfin, le tome 1, j'avais mis 4 jours pour le lire, ce qui
un tome qui était pas si long que ça. Je crois que j'ai mis une semaine pour lire ce tome 2. Je sais que peut-être à un autre moment il m'aurait beaucoup plu. Mais là je sais pas, j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dedans. En plus c'est un tome 2 donc c'est un peu compliqué sans vous spoil. On va suivre Sigma Faro. Oui, à la base j'ai acheté le tome 1 parce que déjà il est magnifique. Et ensuite parce que l'héroïne elle a le même nom de famille que moi, à savoir que aux États-Unis surtout, Faro c'est un nom de famille extrêmement courant, sachez-le. Mais bref, moi ça m'a quand même fait craquer, et puis les couvertures sont très belles. On va continuer à suivre La Mort et Sigma, à savoir qu'il y a un nouveau personnage qui fait son entrée, qui est le Destin, une sorte de frère un peu adoptif de La Mort, et il est persuadé que Sigma c'est la femme qu'il a perdue il y a des centaines de milliers d'années. Je vous en dis pas plus, il y a une enquête parce que son oncle est accusé d'un meurtre. C'était sympa, c'était vraiment cool. Je peux pas vous dire pourquoi j'ai mis autant de temps à le lire, j'étais juste pas dedans. Pour autant, je vois pourquoi il plaît, je trouve que c'est très chouette, c'est une bonne lecture, je m'éclate bien. Il y avait des trucs que j'avais vu venir mais qui étaient quand même très chouettes à lire. J'ai très hâte du tome 3 qui est le dernier, je crois que c'est une trilogie. Le tome 2 finissait, on dirait pas un cliffhanger, mais tu sens qu'il va se passer des trucs très chouettes pour le dernier tome. J'avoue que c'était sympathique, je sais qu'il n'est pas encore sorti le tome 3 en anglais, donc il va mettre un peu de temps en français, sauf si De Saxius nous fait une sortie simultanée, peut-être. Ensuite, on va passer sur un énorme pavé. Hein, voilà, il fait 800 pages. Si je vous parlais d'une autrice qui sait écrire des scènes de cul, Jennifer L. Armentrout, il n'y a pas de meilleure autrice que celle-ci, je trouve, pour les scènes de cul. C'est une autrice qui a écrit aussi bien de la romance contemporaine que de la romantaisie. Et ça se sent, et ça se sent. Oh, regardez-moi cette petite beauté. C'est le spin-off du sang et la cendre. Il doit se lire ce tome 1 après le tome 3 du sang et la cendre. Et alors comment vous dire que le tome 3 du sang et la cendre ça tournait beaucoup en rond, la traduction était pas folle mais au-delà de ça je pense que ça tournait beaucoup en rond, on aurait pu s'épargner je pense entre 200 et 300 pages facile. Mais alors ce tome, oh, il m'a réconcilié, écoutez, avec cette saga, j'adore cette autrice. On va suivre Sérafina et promise au dieu de la mort. Elle, pas du tout une divinité ou quoi. Son ancêtre a conclu un pacte avec le dieu de la mort. Elle se retrouve à devoir l'épouser quand elle a 17 ans, sauf que le roi de la mort, donc il est s'appelait, le roi de la mort arrive et lui dit non, donc pour vie, il se casse. Sauf que elle, en gros, si vous voulez, sa mère s'est remariée avec un autre type qui était prince ou qui a en tout cas pris la tête du royaume. Elle c'est une princesse mais elle n'est pas du tout considérée comme telle, c'est un peu une espèce de paria au sein de sa famille parce que elle avait une seule chose à faire, c'était épouser ce dieu de la mort parce que il y a 200 ans, son ancêtre ne savait plus quoi faire pour arrêter ce qu'on appelle la gangrène, je crois. C'est un nom un peu comme ça. Bref, le pays est en train de mourir sous une espèce de truc chelou qui anéantit toute forme de vie sur la Terre. Ils espèrent tous que, en l'épousant, il règle de nouveau ça parce que c'est revenu. Et en fait, son but, c'est juste d'épouser le roi de la mort et le buter pour arriver à ce résultat-là. Parce que, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une sorte de pacte que tu fais avec les divinités et qui, si tu les butes, tu te récupères les avantages de ce pacte d'une manière un peu différente. Bref, c'est un peu... c'est pas très clair comme explication. Je vous invite à le lire. Voilà, 800 pages pour comprendre. Elle se retrouve à être formée pour assassiner des gens et à être désœuvrée puisque sa mère l'envoie juste assassiner des gens qui crachent sur la couronne. Bref, elle erre dans la ville un soir et elle va tomber sur des divinités. Il y a en gros des divinités supérieures et des divinités un peu inférieures. Elle va tomber sur des inférieures qui butent tranquillement dans le plus grand des calmes une femme et son gosse, je crois, si je ne m'abuse. Elle va essayer de leur sauter dessus et là, il y a un type qui l'arrête et qui lui dit je ne te conseillais pas de faire ça. Évidemment, c'est un dieu. Je pense que vous l'avez compris, mais c'est lui qui est en fait incognito sur Terre. Et ça va être un petit peu leur échange parce que tout de suite, il va y avoir un truc, il va y avoir de l'attraction, ça va être un peu foufou, ça va être chouette. Elle, à côté de ça, elle se retrouve à devoir épouser un type qu'elle ne veut pas parce qu'elle ne le connaît pas. Et il y a ce type-là qui est là, qui lui parle, avec qui ça match super bien. Ils arrêtent pas de s'envoyer des pics et tout, mais tu sais, c'est très taquin. J'en dis pas plus. Déjà, je trouve que j'en ai dit beaucoup. Même si c'est que le début, c'était... C'est un énorme pavé, c'était pas le meilleur moment pour que je le lise parce que j'aurais voulu passer ma vie dessus, c'était pas le cas. J'ai lu en 4-5 jours. Et encore parce qu'il y a une chose horrible qui s'appelle le sommeil. Oh, c'était dur d'écrire. Oh, c'est... Franchement, quand j'étais en train de le lire, j'étais là en mode... S'il vous plaît, je veux arrêter de travailler et laissez-moi lire. On se pourrait se dire, ouais mais t'es autrice, tu peux t'arrêter pour lire. Pas non, je sors trop de livres pour ça. Je suis à mon compte et je peux même pas m'arrêter de bosser pour lire. Pour vous dire qu'il était exceptionnel, ça a vraiment relevé le niveau parce que j'avais été très déçue du tome 3 du sang et la cendre, je l'avais fait traîner. C'était incroyable, genre, premier sens je me dis vas-y je vais me lire 2 chapitres pour fatiguer un peu mes yeux. Je me suis arrêtée à la page 88.
c'est pas 2 chapitres, c'était un peu plus. Et c'était vraiment ça, c'était allez un petit chapitre de plus, il est pas si tard, un chapitre ne fera pas de mal. 5 chapitres plus loin, t'es toujours dedans en mode bientôt je vais aller faire dodo. C'était très chouette, ça a fait du bien après Foxglove où j'ai beaucoup ramé pour le lire. Bah celui-là il a filé comme une lettre à la poste, c'était exceptionnel et c'était ça que je voulais lire à ce moment-là. On va passer à un livre que je ne possède pas puisque je l'ai lu chez Magali. C'est Du thé pour les fantômes de Chris, on va pas prononcer son nom de famille, publié chez De Noël. C'est une autrice française. Magali m'avait beaucoup parlé de cette autrice qui venait juste de sortir en février Porcelaine sous les ruines, que j'avais l'intention d'acheter pour Porcelaine sous les ruines. Et Du thé pour les fantômes, j'avoue j'étais curieuse, j'attendais de passer chez Magali pour le lire. Donc je savais qu'il était un peu dans cette espèce de pâle que je n'avais pas noté parce que je le possédais pas, mais bon. On va suivre 2 sœurs, l'une est une passeuse de fantômes, l'autre est une sorcière. Ça va être leur histoire à toutes les deux, leur passé, parce que leur maman va préférer Félicité, qui est la passeuse de fantômes, et Agonie, vraiment un super prénom, qui est la deuxième et qui va être littéralement maltraitée par sa mère, il n'y a pas d'autre mot. En fait leur mère va mourir, Félicité va recontacter sa sœur en disant « maman est morte ». Un petit peu une espèce de réécriture de Camus si tu veux. Ça va être leur histoire à toutes les deux, comprendre en fait pourquoi elles ne se parlent plus, pourquoi il y a autant de ressentiment avec elles, qu'est-ce qui s'est passé en fait avant. C'est très très bien écrit. Je crois que c'est le premier truc qu'on remarque sur ce bouquin. C'est pas une écriture lourde, mais c'est une écriture très travaillée, très piquante un peu. C'est exceptionnel, enfin vraiment je l'ai lu, je suis arrivée jeudi, je suis partie lundi, je l'ai fini lundi matin. Une espèce de conte, vous voyez, c'est un peu féerique, c'est un peu à part, un moment un peu hors du temps. Je comprends qu'il y ait des personnes qui n'aient pas aimé par rapport à la plume, mais je m'attendais pas à ce que le bouquin sur Goodreads, il est 4 sur 5. 4 sur 5, c'est une note qui reste très correcte, mais c'est vrai que sur Goodreads, au vu du bouquin que c'était, moi je m'attendais à un 4,8. Je vous avoue, quand j'ai vu les notes, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce bins. Que en fait le bouquin il a été traduit peut-être en même temps pour de l'allemand. Alors les Allemands ils ont pas du tout aimé. Oh, je crois que j'ai vu peut-être passer, scroller, vous pouvez voir tous les avis. Il y a quelques avis positifs en allemand, mais la plupart ils avaient mis 1 ou 2 étoiles. Et en fait c'est ces Allemands là, ces petits boches là qui nous ont plombé je pense la note du bouquin. Alors que je sais pas, peut-être que sur d'autres sites de notation, peut-être que les notes sont meilleures, mais j'avais été choquée des notes en mode mais ce bouquin c'est une espèce de claque, c'est ce genre de livre qui a une intrigue très simple, vraiment très très simple, en même temps qui est tellement barré et en même temps tellement normal. C'est un livre qui est vraiment très à part, je vous le conseille. C'était très beau, c'était très doux, je crois qu'il a beaucoup quand même tourné sur les réseaux, et tant mieux honnêtement, parce que je trouve que les petites pépites comme ça françaises à lire, faut foncer quoi, faut foncer parce qu'il était très très chouette. Nous allons maintenant passer au dernier bouquin qui est ma lecture VO du mois, qui est Bride de Ali Hazelwood. Écoutez, j'ai l'impression d'être la seule à ne pas avoir aimé Check et Mat, en tout cas sur les réseaux francophones. Donc j'étais un petit peu fébrile avec Bride parce que j'avais pas aimé le young adulte de Ali, j'avais un peu peur du coup pour sa romantaisie. Il n'y avait pas besoin de s'inquiéter. On va suivre en fait une héroïne vampire. Elle a un nom que j'adore, Misery, qui va être mariée à un loup-garou dont pour le coup le nom m'échappe total. Elle n'accepte ce mariage que parce que elle recherche sa meilleure amie qui a disparu. Lui, il accepte le mariage pour une toute autre raison que je ne vous dirai pas, parce que quand j'ai capté que c'était ça, j'étais en mode... Vous savez, Ali, je trouve qu'elle n'est pas très douée pour masquer les intrigues, c'est-à-dire que dans Love on the Brain, les tweets, on savait très bien qui était qui. C'est un peu pareil avec Bride, mais il n'empêche que c'est quand même toujours très agréable à lire. J'ai dû le couper quand je suis allée chez Magali, terminé très vite. Ali, elle a quand même un talent pour rendre toutes les romances crédibles, même quand c'est sur une vampire et un loup-garou. Et là, c'était encore le cas, c'était trop cool. C'est vraiment doudou. C'était ce que j'avais envie de lire, c'était ce que j'avais besoin de lire. Oh, c'était trop bien. C'était pas trop long, je crois que ça dure 8 heures. En tout cas, ma Kindle a dit que j'avais mis 8 heures parce que quand je lis en anglais, ça avait plus de temps que en français. Je crois qu'il sort cet été ou septembre, on m'a dit, je crois, sur Insta. En français, foncez les petits potes. Ou au pire, attendez une OP Trinity parce qu'on trouvera peut-être dans 1 ou 2 OP Trinity fin d'année ou année prochaine. Là, tu vois, c'est là où je me dis, je suis contente de lire en anglais pour les avoir plus vite et pour les lire plus vite. C'est vrai que je suis très contente d'avoir commencé à lire en anglais avec Ali Hazelwood parce que toujours un peu une valeur sûre. D'ailleurs en mars j'ai encore un de ses bouquins qui est Love Theoretically, qui est le dernier d'elle que je n'ai pas lu.
Après j'aurais tout fait. Ça va avoir dans ma palle pas mal de livres en VO, donc on va peut-être commencer gentiment à lire tout ce que j'ai acheté. Mais c'est vrai que c'était très chouette. Bride, pour le coup je regrette pas de l'avoir préco. D'ailleurs en fait la précommande elle est pas passée. Des fois sur Amazon ils te demandent de la revalider. Et je me dis mais je l'avais précommandé à 5, il est passé à 6, je trouve ça un peu cher. En fait il y avait une autre version en anglais. C'est bien, j'ai fait une économie d'1 €. Je suis ravie. Voilà, moi j'adore faire des économies. Donc voilà pour mes lectures de février. J'ai pas avancé beaucoup quoi. En tout cas pas assez par rapport au nombre d'achats que j'ai effectués ce mois-ci. Bref, en tout cas moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.